Le balado Saumon Québec est une présentation de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique. La meilleure façon de nous soutenir et de rendre nos projets possibles, c'est de devenir membre. Cet épisode est présenté par Road Loft. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue encore une fois au balado de Saumon Québec. Bonjour Myriam. Salut Lynn! Je suis super contente parce qu'aujourd'hui, on parle d'un sujet sur lequel moi je sais déjà que je vais apprendre plein de choses. On parle du survivant du fond de la fosse, là. Celui qui reste, qui est pas parti. Donc le saumon noir, c'est une pêche qui débute un peu avant la pêche au saumon atlantique normale. Et puis, il y en a dans les pêcheurs qui vont justement profiter de ça pour commencer leur saison un peu plus tôt. En même temps, on se demande si ça peut pas nuire à la conservation du saumon atlantique de cibler cette espèce-là. Donc, plein de questions. C'est quoi un saumon noir? Pourquoi on pêche ça? C'est une bonne chose? C'est une mauvaise chose? On en parle avec un expert qui connaît ça et qui va pouvoir répondre à toutes nos questions. David Leblanc, bonjour. Bonjour. Tu es actuellement biologiste à ton compte pour Leblanc Multiressources. Mais avant ça, pendant longtemps, tu as été président directeur général du conseil de gestion du bassin versant de la rivière Restigouche. Puis, pendant ce mandat-là, sur plusieurs projets, tu as été intéressé par le saumon noir, tu as fait du marquage, tu as fait du transport avec les pêcheurs locaux, tout ça. Puis, donc, je pense qu'on ne pouvait pas trouver un meilleur expert de saumon. D'abord, dis-moi donc un peu d'où tu viens puis comment tu as commencé à t'intéresser au saumon. C'est-tu arrivé par hasard ou... Pour ce qui est du saumon, c'est venu en cours de vie. Là, mais à la base, je viens de Matapédia, qui est comme une belle place à saumon. Reconnue pour la pêche au saumon à la rencontre de la rivière Matapédia, Restigouche. Donc, j'ai commencé à pêcher le saumon quand j'étais jeune, en tour du pont. T'es tombé dedans quand t'étais petit. C'est ça. J'étais à l'université, je m'intéressais principalement plus à la faune terrestre, là, l'ours, l'orignal. Mais de fil en aiguille, c'est sûr qu'avec les offres d'emploi locales, le saumon, ça a été une opportunité. Donc, de travailler aussi au niveau d'être bilingue à Matapédia avec la rivière Restigouche. Donc, c'est évidemment là, ça qui m'a amené à regarder toutes les étapes au niveau de la protection, conservation du saumon dans le bassin versant de la rivière Restigouche, incluant la rivière Matapédia. Donc, avec la recherche qui se faisait... avec la Fédération saumon atlantique au niveau du saumon, de la migration, des suivis télémétriques de saumono, saumon noir, qui avait beaucoup débuté sur la rivière Miramichi, mais c'est toute une petite compétition, là, Restigouche, Miramichi. Donc, on se disait, là, Restigouche, on a besoin aussi d'informations. Puis, c'est de là que le programme de marquage de saumon noir a débuté là, sur la Restigouche en 2013. Donc, au début, c'était comme pour planifier, coordonner avec les pêcheurs et les employés de la Fédération saumon atlantique pour ce qui était du marquage. Au début, ça a commencé avec une vingtaine de saumons noirs par printemps. Le marquage des saumonaux aussi. Puis par la suite, avec des employés au niveau de la science au sein du conseil de bassin versant de la rivière Restigouche avec Carole Angelis, entre autres, là, on a commencé le conseil lui-même faire le marquage. Puis par la suite, c'est ça, avec Gaspé-Wagi, Institute of Natural Understanding, qui ont continué, là, GMRC, Guinou, c'est eux qui avaient le mandat, avec différents autres programmes, de faire le marquage. Donc, mais depuis le début du marquage sur la rivière Restigouche au niveau des saumons noirs, j'ai été impliqué pour coordonner, obtenir les permis au nom des partenaires, cibler aussi les sections où est-ce qu'on allait faire le marquage, travailler avec les pêcheurs locaux. Donc, ça m'a amené évidemment à m'intéresser beaucoup à la pêche au saumon noir. Puis, je réside aussi sur le bord de la rivière Restigouche, donc c'est facile de voir tout ce qui se passe sur le tronçon qui est assez populaire pour cette pêche-là. Puis tu sais, moi, c'est vraiment comme... j'ai été très, très, très impressionnée, en fait, plus que j'en apprends sur le saumon noir, plus que je trouve ça encore plus exceptionnel dans tout le cycle de vie du saumon, justement grâce à ces études-là qui ont lieu quand même depuis seulement un peu plus qu'une dizaine d'années. Là, on a appris beaucoup, mais c'est peut-être justement pour cadrer, en fait, la compréhension des gens. Qu'est-ce que c'est le saumon noir? Oui. Première question. Bien importante. En Micmac, il l'appelle Hepkomauch. En Innu, il l'appelle Pupunamu.
C'est le saumon noir. En anglais, c'est le Kelt. Mais c'est un saumon c'est le saumon atlantique, mais dans un état qui suit la fraie. Donc, c'est un saumon qui va passer son hiver en rivière. On ne sait pas exactement le pourcentage de saumon qui va, au lieu de sortir à l'automne, va demeurer en rivière, mais on parle peut-être de certaines années, peut-être 70-80%, des fois moins. Mais c'est un saumon, évidemment, qui est dans une condition un peu plus affaiblie, du fait que, étant donné qu'il sort au mois d'avril-mai, il faut prendre en considération qu'il ne s'est pas alimenté depuis probablement le mois de mai, juin, donc un bon 10 mois où est-ce qu'il ne s'est pas alimenté. Donc, il va perdre jusqu'à 50% de sa masse corporelle. Puis quand on le regarde, le saumon, c'est des fois, il y en a qui attrapent un saumon en fin de saison de pêche au saumon noir, puis là, tu te dis, c'est-tu un frais, c'est-tu un noir? Mais disons, la façon de le reconnaître, c'est souvent utiliser la ligne latérale, où est-ce que pour un saumon noir, ça va être un ratio de 1 pour 1, donc est-ce qu'il est en haut de la ligne latérale, puis en bas, donc c'est qu'il est vraiment slim. Puis le saumon, disons, frais, lui, ça va être plus du 1 pour 2, là, fait qu'il est plus style ballon de football. Donc, le saumon noir aussi, avec, disons, le marquage, ce qu'ils ont pu voir, c'est que c'est principalement des femelles, du fait que le mâle va dépenser beaucoup plus d'énergie pour la compétition au niveau de la fraie à l'automne. Donc, lui, il va plus sortir en automne. Tandis que la femelle, elle, pour des raisons c'est un peu une stratégie, je pense, de rester en rivière plutôt que sortir tout de suite. Puis les guides locaux aussi disent que des automnes où est-ce qu'il y a un gros débit en fin d'automne, après la fraie, ça va peut-être diminuer le pourcentage de saumon qui va demeurer en rivière. Donc, ils se sentent comme un peu poussés, là. Ils vont profiter du coup d'eau qui se donne au mois de décembre pour sortir. Donc, c'est tout ça qui va faire varier un peu là, la quantité de saumon qui va demeurer en rivière. Puis c'est ça, vous autres, en ayant fait finalement du marquage, finalement, vous les marquez pour être en mesure, après ça, de les suivre par des études de télémétrie, si je comprends bien? C'est ça. On pense que c'est disons, plus la Miramichi Restigouche qui a démarré ces projets-là de suivi. Mais il y a eu des études beaucoup en Europe, là, la rivière Alta, puis où est-ce que là, c'est le même principe. Tu as deux types d'émetteurs. Tu as un émetteur sonore qui est placé dans la cavité abdominale, qui est à peu près long comme un petit doigt, même diamètre. Donc, ça, c'est des émetteurs sonores, disons, réguliers, là, des pingers, là, où est-ce que là, on va avoir besoin de lignes de récepteurs. Donc, on a travaillé, puis maintenant, c'est Guinou qui travaille à déployer les récepteurs dans la section, disons, estuaire et rivière. Donc, il va y avoir des lignes. Je prends l'exemple de la Restigouche, mais le suivi télémétrique pour le saumon noir dans toutes les autres rivières, c'est le même principe. Où est-ce qu'au niveau de la tête de la marée, un exemple, il va y avoir une ligne de récepteurs dont c'est pas large comme l'Estigouche Campbellton. Il va y avoir peut-être 2 ou 3 récepteurs. Ensuite, il va y avoir une ligne à l'entrée de la baie des Chaleurs à Dalhousie, donc un peu plus de récepteurs. Ensuite, il y a la ligne qui est permanente entre Passepébiac-Grand-Anse, qui est comme la sortie considérée comme Outer Bay. Okay. Ensuite, comme on sait, là, le détroit de Belle-Île, où est-ce que là, il y a d'autres récepteurs. Puis par les années, dans les différentes études, il y a même aussi des récepteurs qui ont été collés sur des phoques gris. Ensuite, il y a des récepteurs qui se dirigent de façon autonome dans le golfe. Tout ça pour capter des saumons noirs ou des saumonaux qui vont émettre un code qui va être capté, ensuite analysé, une fois que les récepteurs vont être récupérés. Il y a un autre type d'émetteur qui est placé sur le saumon. La Restigouche, là, en ont mis quelques années. C'est des PSAT, là, les émetteurs, les pop-up tags qu'on appelle, que ça, c'est des émetteurs externes qui vont être brochés dans le dos des saumons. Puis évidemment, dans les études, ils ciblent les saumons de grosse envergure pour justement assurer qu'il y a une meilleure survie puis une bonne information. Puis ça, c'est un émetteur qui va être attaché, comme je dis, à l'extérieur du poisson, mais qui va, disons, ça va être déterminé au niveau de la corrosion des attaches de se détacher
Ils peuvent déterminer au bout d'un certain temps. Okay. Puis cette information-là, c'est un émetteur qui fait penser un peu comme une forme de goutte d'eau, à peu près, je dirais, un pouce, excusez les pouces, mais 1,5 pouce de diamètre. Comme le logo sur ton chandail. Ouais, c'est ça, comme une goutte d'eau avec une petite antenne. Donc, ça, une fois que ça se détache, ça capte un satellite, ça va envoyer de l'information au niveau de la température, de la profondeur, puis aussi de la... du déplacement au niveau géographique là, pour voir dans quelle région était. Puis ça, c'est avec un système, parce que je ne suis pas trop connaissant de la technologie, mais c'est au niveau de la luminosité. Ils sont capables de déterminer où est-ce qu'il était dans son déplacement. Oh, donc, ouais. ça a amené de l'information beaucoup sur dans leur déplacement dans le Golfe une fois qu'ils ont quitté les rivières. Donc, c'est des nouvelles technologies qui permettent justement d'amener une grande nouvelle information sur les déplacements puis la survie, surtout du c'est ça. Puis c'est ce que je comprenais de ça aussi dans diverses discussions. Tu me corrigeras s'il y a lieu, mais c'est qu'il y a quand même une proportion de ces saumons noirs-là qui sont des femelles qui vont... oui, sortir de la rivière, mais qui vont aussi se régénérer pour retourner se reproduire encore, puis qui peuvent devenir quand même des contributrices vraiment importantes à la reproduction, là, d'autant plus que c'est souvent quand même des assez grosses femelles. Là. Ben, comme on le voit dans la Matapédia, la Restigouche ou d'autres rivières où tu as un saumon de 30-40 livres, là, c'est évident que ça, c'est des multifrayeurs qui ont sorti une première fois puis qui sont revenus. Le pourcentage dans les études, comme pour la Restigouche, ce qui ressort, c'est environ 20 à 25 % qui vont être des saumons repeat spawners, là, mais ils vont être soit consécutifs, c'est-à-dire qu'ils vont sortir au printemps, puis dans la même année, ils vont revenir. Donc, ils vont revenir environ 80-90 jours plus tard. Puis, tu as les alternes qui, eux, vont sortir de la rivière, puis ils vont revenir l'année suivante. Donc, on parle de 20-25 % qui... donc, un saumon sur 4 qui va revenir soit la même année ou l'année suivante. Puis il y en a qui vont revenir peut-être 2 ans plus tard, mais c'est comme tu dis, ouais, c'est des géniteurs qui, en plus, vont être plus gros, donc ils vont participer. Donc, s'il y en a 20 % qui vont revenir comme repeat spawner, mais ils vont peut-être participer pour 27-30 % du dépôt d'œufs du fait qu'ils sont plus gros. Mm-hmm. Oui, bien, effectivement, la proportion d'œufs est directement proportionnelle au poids d'une femelle. Donc, évidemment, ça devient important. Comme d'autant plus qu'ils portent en eux aussi une génétique qui est quand même assez impressionnante d'être capable de faire ça. Ben oui, puis justement, pourquoi... Parce que là, on parle de la même espèce. C'est Salmo salar dans les deux cas, mais le saumon noir... Pourquoi il y en a qui sont capables de faire ça, de rester dans les rivières, puis de se reproduire une deuxième fois, puis de faire plusieurs frais? On le sait-tu? Ou c'est quoi l'avantage d'être capable de faire ça? Ça a-tu toujours été de même? Ou c'est comme une espèce de saumon qui est en train de dévier des autres pour être un super saumon? Mais le saumon atlantique, le terme, c'est itéropore, là, versus cimelpore, où est-ce que seulement le porc va mourir après la fraie. Mais le saumon atlantique, lui, il a ce potentiel, cette capacité-là de revenir plusieurs fois. Donc, c'est une stratégie. Je pense que c'est comme une stratégie, que ce soit le tacon précoce, que ce soit le saumono qui va rester 1 an de plus en rivière. Donc, c'est une stratégie, mais ce qui fait que des rivières vont peut-être en avoir plus, c'est l'habitat qui leur permet d'hiverner en rivière. Donc, les rivières avec des milieux lacustres, comme probablement une des explications peut-être qu'on soupçonne qu'il y en a un peu plus sur la Matapédia. Tu as le lac au saumon, tu as le lac Matapédia. Mm-hmm. Je parlais à quelqu'un de Causa Piscale, Marco, qui me disait que lui, sur le lac au saumon, il a déjà pris en pêchant la truite du saumon noir sous la glace. Puis la même chose dans la glace sur le lac Matapédia. On a vu des pêches aussi de monde qui pêche le Touladi sur le lac Matapédia, aussi tard que le 20 mai, capturer un saumon de 40 pouces. Là. Fait que c'est aussi dans des rivières comme la Restigouche, où est-ce qu'il y a des fosses, là, l'été, il peut y avoir dans les décomptes. Je parle pas de l'année qui vient de passer ou l'autre, mais jusqu'à 3000 saumons dans une fosse, et des fosses
très profondes, très longues, qui font passer comme un lac dans une rivière. Mais il y a d'autres... On peut peut-être penser aussi que c'est la Matapédia, la Restigouche qui ont les plus grandes populations de saumon noir, mais il y a d'autres rivières, comme la York, la Cascapédia, la Moisie, la Natashquan. C'est toutes des rivières qui produisent du saumon noir. On connaît la Matapédia, la Restigouche, du fait qu'il y a une pêche qui origine un peu d'une possibilité dans la pêche printanière de la truite qui a été développée. Beaucoup de suivi aussi. Beaucoup de suivi comparé aux autres rivières, là, j'imagine. Oui, mais il faut donner aussi le mérite à l'hôtel Motel Restigouche à Matapédia pour ce qui est du développement, puis de mettre Matapédia sur la map pour la pêche au saumon noir. Les années 90, début 90, ça se faisait un peu la pêche. Il y avait des Américains qui venaient avec leurs longues perches de 14 pieds puis pêchaient avec du 3-0 à fin avril. Il a vu l'opportunité de voir un développement d'une pêche printanière plus, disons, organisée. Il a fait une tournée sur la côte ouest américaine dans tous les gros salons de plein air de Steelhead, puis pour aller chercher une clientèle dans un contexte de faire un tournoi de pêche au saumon printanier qui s'appelait le tournoi Richard Adams, où est-ce que là, pendant 3 jours, il y avait de la place pour 40 pêcheurs, 2 pêcheurs par canot pour 3 jours. Puis là, il y avait un trophée là, avec Richard, puis des saumons, le cycle du saumon, c'est un très beau trophée. Donc, c'est à partir de ce moment-là que la popularité pour la pêche au saumon noir printanière à Matapédia s'est développée. Puis pour les guides... c'est un peu comme les Micmacs, la tête de violon, où est-ce qu'au printemps, c'est la manne, disons, OK, l'énergie, là. Mais pour les guides, pouvoir aller sur l'eau et avoir des clients à partir de fin avril, c'est un peu comme pour débuter la saison. Fait qu'il y a un côté développement économique qui fait que Matapédia a été un peu vu comme la capitale du saumon noir. Oui, puis tu sais, évidemment, comme tu disais tantôt, compte tenu que c'est tellement un grand système, il y avait aussi des populations de saumon qui pouvaient permettre finalement d'avoir des événements comme ça, ce qui n'est pas le cas dans peut-être d'autres rivières. Moi, je pense à Amétis aussi, qu'on envoie des fois des saumons noirs, mais pas assez pour ouvrir une pêche spécifiquement à ces saumons-là. Mais probablement que dans bien des rivières, il y a des saumons noirs qui font leur bout de vie aussi, puis qui contribuent à cette reproduction-là sans nécessairement participer à l'effort de pêche récréative. Mais est-ce que, tu parles que c'est un saumon qui est un peu affaibli, est-ce que au niveau de la pêche, ça fait une différence? Quand on pêche un vrai saumon, un saumon atlantique versus un saumon noir, ça se comporte-tu de la même façon? Est-ce que c'est plus facile à pêcher? Sont-ils plus fatigués, plus furtifs? Bien, à la base, c'est le seul temps qu'on pêche le saumon où est-ce que le saumon est en mode d'alimentation. Quand on le pêche l'été, il vient pas sur la mouche pour s'alimenter. Le saumon noir, lui, il est réceptif. Il est vorace comme, peut-être pas autant qu'un bar rayé, mais un exemple, tu pêches, puis tu mets juste ta ligne à l'eau, 3-4 pieds avec ta mouche, puis là, tu tournes pour jaser avec ton collègue, ou à un moment donné, tu te vires, puis la ligne à part. Là. Le saumon vient à côté du bateau, puis il voit la mouche au-dessus, puis quand les conditions d'eau sont parfaites, c'est assez facile d'attraper. Puis c'est ce qui est un peu le côté initiatif de la pêche au saumon noir pour quelqu'un qui n'a jamais pêché le saumon. Moi, mon gars, ma fille, les premiers saumons qu'ils ont pognés, c'était des saumons noirs parce que c'est facile. Puis tu n'as pas besoin de pêcher. C'est quoi la moyenne l'année dernière pour pogner un saumon? Le temps de pêche était assez élevé. 20% de succès. Là, fait qu'un saumon pour 5 jours de pêche. C'est ça. Là, quand tu pêches avec un jeune enfant, puis tu peux y mettre un saumon sur la ligne facilement, ça permet d'amener du monde à l'activité pêche à la mouche. Mais au niveau du combat, c'est sûr que c'est moins combatif qu'un saumon frais, c'est évident. C'est aussi dans des conditions d'eau froide, puis c'est pas à tous d'aller sur l'eau au printemps. Tu pêches en canot, puis il faut que tu checkes en haut parce qu'il n'y a pas un arbre qui descend ou une glace. Fait que c'est des conditions de pêche difficiles dans certaines journées, étant donné que c'est le printemps, bien, tu vas sur l'eau puis il neige. Là. Donc, mais je présume quand même que le fait que ce soit des conditions d'eau froide, il y a quand même moyen de justement faire des remises à l'eau qui sont quand même efficaces parce que justement, on sait que le facteur température de l'eau dans une remise à l'eau est super important pour
pour le taux de survie, finalement. Est-ce que les gens font aussi la pêche avec remise à l'eau? C'est juste la pêche à remise à l'eau, évidemment, là. Mais ça amène le côté un peu peut-être conservation, survie du saumon noir. Dans les études, ce qui ressort, c'est que le taux de survie est très élevé, malgré qu'il est affaibli, parce que les hypothèses de ceux qui ont fait les études sur le taux de survie des saumons noirs s'attendaient à ce que du fait que le poisson était affaibli, mauvaise condition physique, il a fait la fraie, il ne s'est pas alimenté, mais le taux de survie est comparable, sinon supérieur à des études où est-ce que le saumon frais, dans les mêmes conditions d'eau, là, inférieur à 12 degrés, le saumon frais, 0 à 3 % de survie, de mortalité. Le saumon noir, ça va être les mêmes taux. Donc, c'est des conditions extrêmement froides dont le saumon est vigoureux. Puis il y a une bonne chance, mais c'est sûr que ça dépend de l'éthique du pêcheur aussi quand il fait sa remise à l'eau. Puis une problématique qui est observée, puis des changements réglementaires qui vont justement s'adapter à cette problématique-là, c'est au niveau de la pêche à la truite, dans la section aval des ponts sur la Restigouche. Je parle tout le temps de la Restigouche, mais c'est parce que c'est le secteur que je connais plus. C'est vraiment là mais c'était la pêche à la truite avec des hameçons tripes, des grosses cuillères, des verres, où est-ce que là, les gens ciblent la truite, mais attrapent du saumon noir. C'était là la plus grosse problématique qu'on voyait peut-être au niveau de la survie des histoires d'horreur. Là, on n'en parlerait pas, là, mais de voir des saumons qui flottent après avoir été remis à l'eau par des pêcheurs qui utilisent, que ce soit des rapalas ou à 3 hameçons tripes. C'est ça, c'est vraiment pas approprié. Là, le taux est... Puis, tout en mettant en contexte que si tu cibles la truite, tu attrapes un saumon, la loi ne te permet pas de prendre une photo, mettre ça sur Instagram, puis tu as tes petites bottes de rubber, fait que pour prendre le saumon puis le prendre en photo, tu le tires sur la berge, fait que tu prends une photo avec un saumon plein de sable. Là. Ça, c'est au niveau de la réglementation, au niveau de l'application de la loi, dans les coordination des comités de protection, c'est des choses qui étaient mentionnées. Là, regarde, il y a une pêche à la truite, mais il y a des pêches accidentelles, il y a de la manipulation illégale, puis la remise à l'eau n'est pas éthique. Là. Ben c'est ça, peut-être si on prend une mise en contexte au niveau de la réglementation, ben je veux dire, de façon générale, sur les rivières du Québec, il n'y a pas beaucoup de pêche au saumon noir autre que sur la Restigouche, un petit peu, mais la réglementation au Québec, je veux dire, est la même, là, associée avec le saumon atlantique. Donc, on pêche juste à la mouche sur les rivières à saumon, par exemple, ou ce type de choses-là. Il y a la rivière Restigouche étant aussi une rivière qui est partagée, disons, où il y a des réglementations. Il y a la réglementation du Nouveau-Brunswick puis la réglementation du Québec. Ça apporte un niveau de complexité qui est supérieure du fait que c'est vraiment gros comme système aussi qui a la présence de cette pêche-là. C'est comme le seul endroit, finalement, où on retrouve vraiment cette problématique particulière de chevauchement réglementaire entre deux espèces et entre deux provinces en prime. Parce que, dans le fond, si on va être plus précis pour nos auditeurs, c'est quoi les dates d'ouverture? À quel moment ça c'est le 15 avril. Ça ouvre le 15 avril, le saumon noir, puis ça ouvre en même temps la pêche à la truite? Oui, jusqu'à 2024. Il y a des modifications réglementaires qui ont été proposées pour changer la zone de pêche, puis repousser la date pour la pêche à la truite, justement pour adresser cette problématique de conflit de pêche au saumon noir pendant la pêche à la truite. Puis aussi, évidemment, la diminution des stocks de truite anadrome qui fait que la limite journalière va être diminuée aussi. Donc, il y a des changements qui ont été proposés qui vont probablement être appliqués cette année, 2025. Mais comme tu dis, le côté Nouveau-Brunswick ne sera probablement pas harmonisé pour cette année. Puis même actuellement, là, ce qui est regardé, c'est de réduire la capture journalière permise du saumon noir de 3 à 2 pour la pêche du printemps aussi. Et le Nouveau-Brunswick sont encore à 5. Donc, quelqu'un qui a un permis du Québec, théoriquement, peut juste prendre 2 saumons noirs pour la saison 2025, tandis que quelqu'un qui pêche le même plan d'eau, qui a un permis du Nouveau-Brunswick, va pouvoir en pogner 5. Puis, est-ce qu'il peut aller aussi loin sur la rivière, à partir du moment où tu as ton permis d'un bord ou de l'autre? Oui, tu peux pêcher les deux côtés. Ouais. OK. Ouais. Fait que ça serait cette année, ça va être 2 du côté Québec
pour un détenteur du permis du Québec, puis 5 pour un détenteur. Donc, comme tu dis, c'est une... La restigouche est compliquée, puis ça va, je pense, tout le temps le demeurer. Non, c'est vraiment particulier. Puis, je veux dire, je sais que vous avez fait d'efforts. La FQSA, on appuie ça aussi. On porte le message avec vous. Puis, il y a l'ASF, il y a d'autres groupes là, qui continuent de porter ce message-là parce qu'on comprend que c'est vraiment important d'harmoniser la réglementation. Puis, non seulement il y a le saumon, on voit comme l'importance du saumon noir, mais le saumon en général. Puis, c'est quand même un fait, là, on s'en rend compte depuis quelques années que la truite de mer anadrome vit aussi des défis qui sont importants. Là. Même du côté du Québec, il y a eu beaucoup de changements au niveau des quotas, au niveau des pratiques de pêche dans à peu près toutes les zones, là, justement pour ça, parce qu'on se rend compte, on a du travail à faire pour s'assurer que nos populations de truites anadrome restent en santé. Je t'entends parler beaucoup de la restigouche puis de Matapédia. Est-ce que ça s'explique pourquoi il y a plus de saumon noir là-bas qu'ailleurs sur d'autres rivières à saumon, ou on ne sait pas trop pourquoi? C'est-tu parce qu'on le sait plus qu'ils sont là puis on est organisé autour du saumon noir dans ces rivières-là, ou il y en a vraiment plus là-bas? Non, je pense pas qu'il y en a plus. C'est qu'il y a une pêche qui est permise, fait qu'on en entend parler. Puis le fait qu'il y a une pêche, il y a eu plus d'intérêt pour le suivi, les études. Mais la rivière Kaskapédia, il doit avoir une bonne population de saumon noir. La rivière Miramichi, ça fait longtemps qu'il y a c'est connu qu'il y a une dévalaison de saumon noir. C'est comme je dis, c'est la Matapédia, la restigouche, oui, probablement qu'ils ont des bons habitats pour permettre de passer l'hiver. Mais qu'il y en a plus, je suis pas convaincu. C'est le fait qu'il y a une pêche de permis, c'est ça qui fait qu'on entend beaucoup Matapédia, restigouche pour la pêche au saumon noir. Puis est-ce que, tu sais, bon, sur la Miramichi aussi, il y a beaucoup d'études sur la Miramichi, évidemment, fait que ça doit aider à augmenter le niveau de connaissance. Est-ce qu'il y a d'autres rivières au Nouveau-Brunswick ou ailleurs dans les maritimes? Là, il y a eu un projet là, financé par un fonds spécial où est-ce qu'il y a eu du marquage dans plusieurs autres rivières. On est allés, nous autres, avec Guinou, sur la Moisie. Malheureusement, on est un petit peu trop décalé pour faire des bonnes captures. On a réussi à marquer 3 saumons noirs. Mais dans la même période de 2-3 ans, il y a eu la York, il y a eu la Nipissiguit, le Havre en Nouvelle-Écosse, la Margaree. Donc, il y a eu beaucoup de rivières aussi à Terre-Neuve. Donc, il y a eu un bon blitz de déploiement d'émetteurs dans les saumons noirs pour justement aller chercher le maximum d'informations. Mais ça revient, comme je dis, il y a un pourcentage, dépendamment, qui varie d'une rivière à l'autre au niveau des pourcentages qui vont revenir comme consécutifs ou comme alternes. Puis, on va chercher maintenant aussi de l'information sur leur migration dans le Golfe, dont les alternes vont quitter à peu près à 80% par le détroit de Belle-Île pour partir 1 an et revenir. Dont le pattern, c'est qu'ils sortent par le détroit de Belle-Île, reviennent par le détroit de Cabot l'année suivante. Pour ceux qui font disons, les géniteurs consécutifs qui vont rester plus dans le Golfe, donc c'est peut-être le sud de l'île d'Anticosti qui va être comme les territoires pour se reconditionner. Donc, ils vont être partis à peu près 80-90 jours. Donc, c'est de l'information. Avec le temps, puis là, comme cette année, il n'y aura pas de marquage sur la restigouche. Je pense que du fait qu'on a quand même fait le tour là, au niveau des déplacements, puis des taux de survie, puis des pourcentages, il y a peut-être juste moi côté, je trouve, une facette qui a peut-être été délaissée un peu, c'est au niveau des madeleinots, des saumons noirs madeleinots, qui, du fait qu'ils étaient plus petits, on ciblait beaucoup les grands saumons parce qu'avec les émetteurs, pour se dire, OK, ils vont aller plus loin, on va moins les risques de les affecter en mettant un émetteur dedans ou dessus. Mais c'est surprenant, pareil, le nombre de madeleinots qu'on attrape dans la pêche au saumon noir, puis c'est vigoureux, ça saute, puis c'est surprenant. Puis c'est le rôle pour la restigouche du saumon du madeleino. On sait que c'est 98% des mâles. Donc, c'est peut-être un petit côté qui devrait avoir un peu plus de recherche. Là. Le madeleino qui reste en rivière, mais lui, son rôle. Parce qu'on en a marqué quelques-uns, mais ça devrait peut-être être un peu plus... tu vois, comme aujourd'hui, j'apprends même qu'il pouvait y avoir des madeleinos qui restaient tout l'hiver, puis qui étaient des saumons noirs aussi. Je pensais que c'était... même un printemps, j'ai un chum qui riait de moi, il m'appelait Grillsman, parce que j'attrapais
juste du grills quand lui attrapait plus des gros saumons. Mais ce qu'il y a une autre information intéressante, c'est que au niveau du taux de survie, ça semble pas affecter disons, le taux de survie plus qu'une pêche estivale. Mais ce qui a été observé dans les études, c'est que ça va changer un peu son comportement. Une fois qu'il est remis à l'eau, le saumon noir, il va mettre un peu plus de temps à faire sa dévalaison vers l'estuaire. Il va rester un peu plus en rivière. Fait que là, ça peut peut-être le rendre un peu plus vulnérable à une recapture encore, malgré que les études qui incluaient des captures, des marquages, après ça, des recaptures, même recapturer une deuxième, troisième fois, le taux de survie demeurait le même. Mais ce qu'ils ont observé, c'est que, comme je dis, le comportement change un peu en rivière une fois remis à l'eau. Il y en a même 15% dans une étude qui sont repartis par en haut pour un petit bout, dépenser encore plus d'énergie, même à remonter le courant, puis après ça, sortir. Donc, ça les mélange un peu, peut-être. Mais c'est le même principe que dans ce qui est la remise à l'eau sur le saumon frais. Là, il y a une petite modification du comportement. Là. Puis on sait que le saumon remis à l'eau, au niveau de l'été, là, il y a un certain pourcentage de femelles qui pondront pas d'œufs du fait qu'ils ont été capturés, remis à l'eau. Oui, bien, tu sais, ça, c'est quand même intéressant puis rassurant, en fait, là, de savoir qu'il y a eu des études là-dessus puis qu'on comprend que cette pêche-là, dans les endroits où c'est possible, finalement, n'a pas un impact démesurément grand là, par rapport à une pêche qui est estivale. Est-ce que, dans les endroits où je sais pas, moi, ils se promènent, ils vont se reconditionner, par exemple, sont-ils très vulnérables? Y a-t-il d'autres choses qu'on pourrait faire pour mieux les protéger? Le saumon noir est intimement relié aux montaisons d'éperlans. Parce que le saumon noir, sa première chose qu'il va manger après tout son hiver en rivière, ça va être l'éperlan. Puis c'est pour ça que quand on le pêche, c'est sur les côtés de rivière, c'est pas en plein centre. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de courant au centre, mais sur les côtés, c'est que les éperlans montent sur les côtés. Puis c'est là qu'ils vont... quand tu pêches avec des maggots qui smeltent longues comme ça, qui font penser à un éperlan. Puis les techniques, ça fait penser comme si tu veux être un éperlan. Donc, comme je dis, c'est une pêche où est-ce que le saumon est en alimentation. Malheureusement, cet hiver, les résultats de pêche blanche à l'éperlan dans la baie des Chaleurs, c'est catastrophique. Ah oui. Fait qu'évidemment, il va avoir un impact là, sur cette nourriture disponible là, pour le saumon qui va quitter la rivière. Puis dans les études, ils disent que c'est très important de se nourrir en rivière avant d'arriver à l'estuaire, en mer, parce que c'est là qu'il reprend son énergie. Puis quand on le pêche, on le note. Là, quand l'éperlan est en rivière, le saumon est un peu plus difficile à capturer, mais le saumon que tu vas prendre genre au mois d'avril, quand il n'y a pas eu encore d'éperlan, puis que tu le prends à la mi-mai, où est-ce que là, il a pu se nourrir un peu, la différence là, va être évidente au niveau de la vigorosité, là, de la force du poisson. Là. Tu le sens là, en quelques semaines, là, tu vois une bonne différence. Toi, David, tu as passé une bonne partie de ta carrière à poser des émetteurs, essayer de comprendre où vont les saumons noirs, leur taux de survie après la remise à l'eau. Il reste-tu encore des espèces de boîtes noires qu'on ne sait pas trop? Qu'est-ce qu'on aurait besoin de savoir de plus? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour vraiment bien comprendre ce saumon-là par rapport au saumon atlantique? J'imagine qu'après, vous comparez un peu, c'est quoi la différence entre un saumon noir puis un saumon atlantique? Mais comme je disais tantôt, au niveau des madeleinots, le rôle des madeleinots, ça, c'est encore quelque chose. Je pense qu'il y aurait de la job à faire là, du fait que, ben là, on le voit, les pourcentages de la population de madeleinots est catastrophique. Là. Je pense que c'est pire que le grand saumon. C'est un volet là, qui sera approfondi. Puis il y a aussi le pourcentage, quel pourcentage de saumon qui reste en rivière versus ceux qui quittent. C'est une question que je pense on ne sait pas. On le voit malheureusement pour ce qui est de la restigouche, la mortalité induite par le stress puis qui fait le développement du saprolegna, le champignon saprolegna. Il y a des années, c'est assez problématique de voir des saumons mourir comme ça. Puis on se dit, bon, c'est peut-être pas si pire que ça, il meurt après avoir frayé, mais je l'ai vu, puis on l'observe, c'est qu'il y a beaucoup de femelles qui meurent de saprolegna
qui n'ont pas frayé. Donc, puis aussi, quand le saumon qui est atteint de sa prolegna va être à la tête de la marée, là, ce qu'on voit, c'est la colonie de phoques gris de l'île aux Hérons qui viennent, puis là, le saumon qui est moribond, qui est affecté par les champignons, mais avec des spots blancs en plus, il est facile à voir. Puis, ils se font ramasser. Ils se font ramasser. Donc, il y a ce côté-là là, de lien entre la sortie automnale versus de rester en rivière. Il y a aussi au niveau de la présence de saumon là, dans le lac Matapédia. Quand c'est rendu le 20 mai puis que tu attrapes un saumon noir dans le lac Matapédia, est-ce qu'il est en mode reconditionnement juste dans le milieu lacustre puis le retourne en rivière? Donc, c'est peut-être des boîtes de Pandore là, qu'il faudrait peut-être regarder. Hein. Bien, tu sais, effectivement, puis je veux dire, ça amène aussi, tu sais, directement à des questionnements sur des modalités de pêche sur d'autres espèces, un peu comme tu expliquais tantôt. Là, c'est certain que quand on prend un saumon avec un rapala versus une mouche, c'est un peu différent en termes de taux de survie. Est-ce que tu penses que, tu sais, dans le contexte où les montaisons sont... On vit un moment qui est difficile, les montaisons sont basses, on est préoccupé. Est-ce qu'on devrait faire plus pour protéger le saumon noir? Bien, comme je disais, il y a des changements réglementaires qui s'en viennent au niveau des eaux de pêche. L'harmonisation avec la partie néo-brunswickoise devrait être accélérée, puis c'est grandement le temps. Au niveau de la réduction, c'est ça, de 3 à 2 par jour. Maintenant, la plupart des saumoniers vont pêcher avec des hameçons sans ardillon. Donc, pour ce qui est de l'impact, là, je pense qu'il y a quand même un bon cheminement qui se fait. Ça demeure quand même au niveau de l'éthique du pêcheur de respecter le 2 par jour. Puis, de là à dire que on devrait arrêter la pêche au saumon noir dans certaines situations. Comme cette année, comme je disais, l'éperlan ne sera pas là. Fort probablement, ça va amener une problématique. Il faudra une gestion adaptative qui pourrait permettre de s'adapter rapidement. Oui, bien rapidement, c'est un mot-clé parce que tu ne le sais pas vraiment d'avance de quoi va avoir l'air ton hiver en termes d'éperlan puis de ressources, là. Puis... La pêche au saumon noir printanière comme ça, sur la Matapédia, il y a des droits d'accès qui doivent être payés. Sur la Restigouche, c'est comme une zone grise. Là. C'est l'impact au niveau de la pêche sportive locale, autre que disons, les retombées pour les guides. C'est pas élevé. Il n'y a pas d'encadrement qui va profiter à un organisme de gestion proprement dit qui, après ça, va réinvestir dans la conservation, la protection. Donc, c'est peut-être vu comme ça, de ce côté-là, que la pêche au saumon noir, pour certains acteurs au niveau de la conservation, OK, il n'y a pas d'impact pour les organismes de gestion, il n'y a pas de retour sur, disons, l'activité, l'investissement de l'activité pour, justement, réinvestir dans la conservation, la protection. Fait que c'est peut-être pour ça que c'est facile de dire, OK, saumon noir, pour Matapédia, on ferme ça parce que ça a un impact sur le saumon, manipule du saumon. Mais c'est ça, c'est un peu dur à pencher d'un bord ou de l'autre en étant quelqu'un de Matapédia. Mais en même temps... c'est comme de voir la pêche sur le saumon frais qui va jusqu'au 30 septembre. Voir une femelle 25 livres le 30 septembre, quand elle va frayer dans 2 semaines, c'est d'autres facettes de la gestion du saumon qu'il faut, je pense, qu'on regarde. Incluant évidemment la pêche printanière, mais là, le gouvernement semble, OK, parce qu'au sein du Conseil de bassin versant de Nouveau-Brunswick, c'est plusieurs années qu'on presse de dire qu'il faut qu'il y ait un changement réglementaire pour la pêche à la truite parce que ça a un impact sur le saumon noir, mais c'est pas encore fait. Donc, il n'y a jamais rien qui est toujours isolé. À chaque fois qu'on travaille sur quelque chose, ça a toujours des impacts sur les autres espèces de l'écosystème. Tout est interconnecté, puis on le voit, notre impact aussi. Des fois, tu n'en as rien à faire du saumon, tu t'intéresses à la truite, mais ça peut avoir un impact. Oui, puis je trouve ça le fun, pareil, de ce que tu disais tantôt concernant cette pêche-là, puis le réinvestissement dans la protection, puis tout ça. Fait, je veux dire, au final, il y a le fait d'avoir eu cette pêche-là sur la Restigouche, sur la Matapédia, a quand même été un immense moteur de générer de la connaissance, générer de l'intérêt, faire de la surveillance, développer une éthique, continuer d'éduquer les pêcheurs aussi, justement, bonne pratique de remise à l'eau, bonne pratique de pêche, pour faire en sorte que
au final, ben, tu sais, oui, on protège, oui, il y a une pêche, mais qui est soutenable, puis qui permet de quand même avoir un avantage, même au niveau de la conservation, malgré les différences entre directement Restigouche puis Matapédia, là, au niveau des droits d'accès comme tels, mais ça demeure quand même vraiment intéressant. Ben oui, puis le potentiel est là parce qu'il faut les connaître, ces saumons-là, pour avoir envie de les protéger ou pour avoir le début de l'idée de faire quelque chose, puis vivre ces moments-là de pêche quand c'est possible de le faire. Moi, je pense que le pouvoir de conservation, il est là en même temps, même si ça peut sonner comme un peu contradictoire. Je pense que ça prend un contact avec les espèces pour pouvoir les connaître si on veut ensuite avoir envie de les protéger efficacement, là. Moi, je me demandais, là, on a présentement beaucoup de connaissances, ben, on a de plus en plus de connaissances sur le saumon noir versus le saumon de frais. Ça a-tu toujours été comme ça? Est-ce que avant, c'était juste, il y a une espèce de saumon dans les rivières, puis sans égard, est-ce que les Premières Nations savent ça depuis longtemps, qu'il y a une sorte de saumon différente dans les rivières comme la Restigouche, par exemple? Est-ce que c'est nouveau qu'on sait ça? Ou... Non, c'est les Premières Nations étaient bien au courant là, de la dévalaison du saumon noir. Là, sur la Moisie, le saumon noir est capturé pendant la montaison, parce que c'est disons, où est-ce qu'il y a un chevauchement entre le saumon frais qui rentre et le saumon noir qui sort. Mais quand on était sur la Moisie, les Inuits, certains Inuits conservent le saumon noir, puis ils vont le consommer, puis ça devait être comme ça aussi dans d'autres Premières Nations. Donc, c'est connu que... c'est pour ça qu'il y a même un nom spécifique pour le saumon noir au niveau des Micmacs. C'est une différenciation entre le saumon frais et le saumon noir. Y a-tu une importance, disons, dans l'histoire ou traditionnelle ou spirituelle qui est pareille, différente? Ou, Je peux pas dire. Ça nous prendrait... ça nous prendrait un Quentin Kondo pour répondre à ça. On va le réinviter. Oui. Ben, moi, j'avais le goût de savoir aussi... toi, personnellement, là, ton premier saumon noir, tu l'as vu quand tu dis que tu pêches depuis que t'es petit, là, mais... Ça a-tu été la truite au début, le saumon atlantique, le saumon noir? Quand est-ce que tu as fait comme « Ah, OK, ça c'est différent, ça réagit pas pareil, c'est super cool comme espèce. » Tu parlais de tes enfants tout à l'heure. Je suis pas un gros pêcheur de saumon d'été, moi. Okay. Avec le travail, puis les enfants. Tu sais, quand j'étais jeune, là, disons, à 13-14 ans, là, j'ai pogné une coupe de grills en dessous du pont à Matapédia, aller avec moi. Mais tu le savais-tu, c'était ça? Ben, tu voyais la différence? Non, ça, c'était le saumon frais que je pêchais. Okay. Mais le saumon noir, c'est vraiment juste par le travail, là, que là, OK, il y a une pêche là. Puis je le voyais à Matapédia, on voyait les guides, les pêcheurs printaniers. Puis à un moment donné, c'est ça, OK, là, il y a de quoi essayer là. Puis le fait que je me suis installé sur le bord de la Restigouche, bon, OK, je vais aller essayer le printemps, puis là avec mon petit gars, puis mais comme je dis, je suis pas un gros pêcheur d'été, du fait que là avec la famille, le travail, ça te prend quand même de la disponibilité. Ben oui. Puis avec le saumon noir, en étant résident de Matapédia, c'est facile. Quand je travaillais au conseil de bassin versant, je faisais mon quota en allant travailler le matin. Là. Il y a pire, hein? Il y a pire comme vie. Mais c'est ça, c'est l'intérêt, puis là, c'est sûr que c'est intéressant au niveau d'une pêche de début de saison, puis c'est de la fraternité avec les pêcheurs qui viennent de l'extérieur, les amis, donc c'est comme une tradition là, de débuter la saison sur la Restigouche. Puis, penses-tu que s'il y a un bon suivi puis une bonne acquisition de connaissances, ça pourrait se faire sur d'autres rivières, dans d'autres régions, par exemple? Une pêche comme ça, bien organisée, là, autour de saumon noir? Bien, je regardais la réglementation, puis je pense que la Cascapédia, au niveau de la réglementation, il y a une pêche là, maintenant, mais il faut que ça soit fait là, un peu au même titre là, que sur la Restigouche, là, avec respect des règlements. Puis, mais de là, avec la situation actuelle, je pense que c'est pas dans l'ouverture de regarder à développer une pêche supplémentaire ailleurs. Mais là, c'est toutes on le voit, là, les changements, il n'y aura pas de capture d'aucun saumon au Québec, ou presque. Là. Donc, on est dans une période, je pense, qu'il faut regarder qu'est-ce qu'on fait actuellement, puis
garder soit restreindre, soit mieux encadrer là, certaines facettes de toutes ces pêches-là, incluant la pêche au saumon noir, là, avec comme je dis, là, il y a des changements réglementaires proposés qui vont amener ça à la limite de qu'est-ce que je pense est possible ou, disons... soutenable, dans le fond. Ouais, soutenable, oui, au niveau d'une activité pour ce qui est de la restigouche Matapédia. Puis pour les pêcheurs, là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement pour aider les saumons noirs? Mieux s'informer peut-être ou s'assurer qu'ils sont dans les bonnes normes? Bien, c'est de respecter le règlement avec des hameçons aussi sans ardillon, manipuler le saumon le moins longtemps possible, le remettre à l'eau, le garder à l'eau. Puis aussi de respecter la propriété privée. Là. La restigouche, ça demeure quand même énigmatique où est-ce que tu peux pêcher. Puis là, il y a des gens qui viennent pêcher, qui se sont comme appropriés certains secteurs en se disant il n'y a plus d'eau privée, il n'y a plus de terrain privé sur la restigouche, mais c'est vraiment pas le cas. Surprise! Donc, c'est ça, c'est un peu énigmatique. Puis comme je le disais tantôt, là, c'est l'encadrement puis les retombées au niveau d'une gestion locale, d'une organisation qui pourrait réinvestir dans de la conservation-protection. Là. C'est peut-être le côté défaillant un peu de cette activité-là sur la restigouche. Là. Puis est-ce qu'il y a aussi de la sensibilisation qui se fait auprès des pêcheurs de truites? Au niveau, ça revient aux agents des pêches, une fois qu'ils peuvent observer une remise à l'eau d'un saumon, mais c'est, comme je dis, ça va au bon vouloir de l'agent qui est sur place, puis qu'est-ce qu'il peut observer. Donc, mais comme je dis, là, la réglementation va changer, puis il ne devrait plus avoir de conflit de ce côté-là. On va espérer que tout le monde finisse par pêcher à la mouche. Ouais. Ça serait ça qui serait merveilleux. Ben oui. T'es-tu optimiste pour l'avenir? Tu sais, penses-tu que tes enfants vont pouvoir apporter leurs enfants à la pêche au saumon noir aussi, ça restigouche, ou ailleurs, peut-être? Je pense que cette année va nous le dire. Si on a encore une année catastrophique, là, je pense que là, il va falloir... on voit des rivières comme la Miramichi, que on voit le déclin avec le réchauffement des températures aussi, qui est un gros enjeu, puis qui est commencé sur la restigouche. Là, la rivière peut monter à 80-84 degrés Fahrenheit. Là. C'est pas des rivières à saumon soutenables si ça demeure à ce niveau-là. Donc, on se croise les doigts pour cette année, qu'il y ait un retour. Et puis, les zones de mortalité des saumonaux, c'est quand même positif. Là. J'ai vu les chiffres d'évalaison de saumonaux sur la Matapédia, puis encore une année record en 2024. Donc, ce côté-là est positif, mais c'est ce qui se passe en estuaire, mer, puis pour d'autres espèces aussi. Là, on le voit, là, il semble avoir une grosse problématique au niveau de qu'est-ce que le saumon peut manger. Là, les perlans, le caplan qui ne roule plus depuis quelques années, la crevette. Donc, c'est malheureusement assez inquiétant. Ah oui. Et la saison, cette année, nous dira un peu ce qu'on a pour le futur. Ouais. Peut-être qu'au moment où vous écoutez ça, mais la saison est déjà commencée. Donc, je pense que pour l'été, ça va être quelque chose à suivre, de voir un peu comment ça se passe, puis de voir pour ça. Mais en tout cas, moi, j'ai appris plein de choses sur un saumon que je ne savais même pas qu'il existait. Donc, David Leblanc, merci beaucoup d'avoir passé ce temps-là à nous expliquer la fabuleuse histoire du saumon noir. Puis, bonne saison. C'est peut-être déjà commencé, mais bonne saison. Puis, bon succès aussi dans tout le suivi que vous faites des saumons noirs un peu partout dans les rivières du Québec. Je pense que c'est important de le faire. Merci pour ça. Merci.